Comment dépister les femmes vaccinées? Depuis les 40 dernières années, le dépistage cytologique a permis en France, en Europe et dans la plupart des pays développés de réduire considérablement l'incidence du cancer du col en dépistant les précurseurs grâce au dépistage des anomalies cytologiques qui étaient créées, favorisées par la présence d'un HPV potentiellement oncogène. Mais très récemment, depuis ces quelques dernières années, la mise au point de ces vaccins anti-HPV qui protègent contre l'HPV 16 et 18 dans le but de prévenir la survenue d'un cancer invasif du col de l'utérus a permis de protéger un certain nombre de femmes toutes jeunes, en général dites naïves, c'est-à-dire avant qu'elles aient commencé leur véritable vie sexuelle, afin de pouvoir mieux les protéger contre les HPV qu'elles risquent de rencontrer très rapidement au cours de leur vie sexuelle, permet donc de protéger ces femmes contre les deux principaux virus, le 16 et le 18. Faut-il pour autant continuer à dépister ces jeunes femmes qui seront protégées dans 85% des cas contre le cancer du col si le vaccin montre bien son efficacité au cours des années qui vont suivre? Il l'a montré sur les précurseurs du cancer du col et il montrera probablement son efficacité sur le cancer invasif. Faut-il donc continuer à les dépister? La réponse est oui, il faut continuer à dépister ces jeunes femmes car elles ne sont protégées que contre le 16 et le 18 et pas contre les autres HPV potentiellement oncogènes. Il reste donc un risque pour elles, théorique, de l'ordre de 15%, de voir survenir également un cancer invasif du col. Comment donc dépister ces femmes qui seront protégées contre les deux principaux virus, le 16 et le 18? Eh bien, si l'on continue à les dépister traditionnellement par ce dépistage cytologique classique que nous réalisons tous et que nous avons réalisé depuis ces 40-50 dernières années, eh bien, on risque de voir survenir un certain nombre de situations un peu particulières. En effet, les patientes vaccinées sont donc protégées contre les infections par ces virus HPV 16 et 18. Elles auront donc un nombre de lésions de haut grade dépistées sur les cytologies à peu près diminué de moitié, de l'ordre de 50%. Il y a donc une diminution de la prévalence des lésions de haut grade. Par ailleurs, il y aura une diminution très légère des lésions dites de bas grade ou mineures, anomalies de type Ascus et anomalies de Frotty évocateur de lésions de bas grade, car les HPV 16-18 ne sont responsables que de l'ordre de 25% de ces anomalies cytologiques mineures. On va donc se retrouver dans une situation où, proportionnellement, les anomalies de bas grade seront prédominantes et les anomalies de haut grade très exceptionnelles et très rares, ce qui posera un problème de surdiagnostic puisque ces lésions mineures qui, si elles sont explorées, risquent d'aboutir au diagnostic de lésions de CIN1 très peu évolutives chez elles, car non infectées par des virus dangereux, et d'autre part, de peut-être sous-évaluer les lésions de haut grade, car les anomalies cytologiques étant très rarement retrouvées sur les lames de ces patientes, eh bien une cytotechnicienne risque, par lassitude, par diminution de l'attention, du fait de la rareté de ces anomalies, de laisser échapper les quelques qui seraient présentes sur la lame, d'où la nécessité de peut-être changer les méthodes de lecture de ces frottis cytologiques, mais surtout peut-être aussi de changer la méthode de sélection des patientes à haut risque ou à bas risque de voir survenir un éventuel précurseur du cancer du col, ou bien entendu a fortiori d'un cancer du col. Et cette méthode de sélection serait peut-être dans l'avenir, et en tout cas l'ensemble ou un grand nombre de publications qui sont présentées actuellement semblent être plutôt favorables à cette méthode, c'est le dépistage virologique, c'est-à-dire qu'on sélectionnera non plus des patientes qui ont des anomalies des cellules, mais des patientes qui sont porteuses d'un HPV dont on peut penser qu'il aura un potentiel évolutif. Ainsi, chez ces patientes, qui vont très bientôt arriver dans la cohorte des jeunes femmes que nous serons amenés à voir en consultation et pour lesquelles nous allons préconiser une prévention, un dépistage, eh bien, plutôt que de continuer à dépister comme on le faisait chez les patientes qui ont une prévalence d'anomalies plus élevée, eh bien, chez elles, il faudra peut-être sélectionner les patientes à haut risque, celles qui sont porteuses d'un HPV potentiellement oncogène, et les patientes à bas risque, celles qui ne sont plus porteuses ou qui ne sont pas porteuses d'un HPV potentiellement oncogène, ce qui peut aboutir d'une part à peut-être espacer le rythme ou la rythmicité de ces dépistages chez elles et à concentrer nos efforts chez celles qui restent porteuses d'un HPV potentiellement oncogène. Cette méthode de dépistage sera peut-être celle qu'il faudra appliquer
dans l'avenir à l'ensemble de notre population qui se présente à nous, car on le voit, malgré tous les efforts qui sont réalisés actuellement, eh bien on n'arrive pas à baisser la fréquence du cancer invasif du col, et comme on le sait aujourd'hui, il résiste un certain nombre de patientes au dépistage du cancer, avec un nombre aujourd'hui très bas, mais non négligeable, de cancer invasif du col. Ainsi, dans l'avenir, il est possible, mais cela va prendre probablement beaucoup de temps, à la fois en France et en Europe, et dans le monde en règle générale, de remplacer le dépistage cytologique traditionnel, qui reste encore efficace, qui reste encore utile et indispensable dans nos pays, par un dépistage virologique plus automatisé, qui permettra non plus de dépister une anomalie, mais de dépister un risque d'anomalie, et c'est ce risque qu'il va falloir expliquer à nos patientes et prendre en charge par la suite.